Bonjour, je suis Marilyn Chabanol et je viens vous présenter les travaux du groupe Arts et Mathématiques de l'IREM d'Aquitaine. Travaux qu'on a présentés dans une brochure qui vient de sortir de l'art et des mathématiques dans nos classes. Et quelques mots sur le groupe Arts et Maths. Dedans, il y avait des enseignants de maths, des enseignants d'art plastique et on travaille pour mettre au point des activités qu'on fait ensemble et qui sont toutes testées en classe. Le principe de l'IREM en général, c'est qu'on essaie de faire des activités qui rentrent dans les cadres du programme. Donc on sait que les profs ils passent du temps et donc il faut que ça apporte quelque chose à ce qu'ils sont censés apprendre aux élèves. Et là, on s'est donné comme but aussi que ce soit donc des activités qui soient intéressantes et d'un point de vue mathématique et d'un point de vue art plastique. Alors, quelques mots sur pourquoi on a trouvé ça intéressant comme activité. Donc, le fait de mettre l'art plastique avec les maths, ça nous paraissait intéressant pour faire travailler les élèves sur des choses un peu plus concrètes. Et puis surtout, à la fin, ça faisait des élèves qui étaient fiers de leur réalisation, parce qu'elles étaient vraiment, vraiment belles. Et en plus, même si leur travail était mathématiquement raté ou incorrect, ça pouvait donner quand même quelque chose qui était artistiquement extrêmement réussi. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter là quelques-unes de nos activités. Première dont je voudrais vous parler, c'est une activité qui a été mise en place en 5e, qu'on a appelée pavage mise en espace artistique. En dessous, c'est une œuvre d'un élève. Et alors, on s'était dit, quand les pavages sont arrivés dans les programmes en collège, on avait envie de faire quelque chose dessus. Et on a regardé plein de pavages. Et puis, on partait en tant que prof de maths sur des choses assez compliquées en se disant, oui, c'est riche, il y a moyen d'y faire des choses. Et puis, les profs d'art plastique faisaient un peu la grimace en disant, bah oui, ça va juste faire de la décoration, mais nous, c'est pas notre truc. Puisque pour les profs d'art plastique, ce qui est important, c'est qu'il puisse toujours y avoir expressivité créatrice. Et puis en fait, par contre, sur ce pavage-là, qui était très simple, là, ils ont dit, ah mais là, nous, on voit des choses, on voit de l'espace, on voit de la perspective. Donc, nous, il nous semblait vraiment trop simple. Et en fait, c'est là-dessus qu'on est parti. En fait, même s'il est simple, il y a quand même des choses à en dire en maths. Les questions qu'on posait aux élèves, c'était de chercher le motif de base. Donc il y avait des discussions sur est-ce que c'est le losange, est-ce que c'est quelque chose de plus gros, le cube en perspective, est-ce que c'est au contraire un triangle équilatéral. Donc il y a des discussions là-dessus. Et puis ensuite, réfléchir sur quelles transformations vont permettre de passer d'un motif à un autre. Donc recherche de symétrie, centrale, axiale, de translation. Et puis la troisième étape, peut-être la plus importante pour eux, c'était donc de savoir comment le reproduire. L'idée était de partir du losange, et pour ça, la question a été de trouver les caractéristiques du losange. Donc toutes les questions ensuite, est-ce qu'il suffit de donner le côté du losange pour préciser ? Non, donc il faut trouver l'angle, etc. Et on leur a donc demandé de construire un losange. Ensuite, on leur dit, à partir du pavage qu'ils ont réalisé en cours de mathématiques, de mettre ce pavage en volume. Il s'agit de choisir des éléments du pavage et de les déplier. Le pavage va prendre vie, raconter ou non une histoire. Et on leur demande aussi de donner un titre qui exprime leur intention. Et en parallèle de ça, en art plastique, on leur présente aussi on met un peu un contexte. Donc on leur présente des œuvres. En l'occurrence, l'enseignante leur a présenté des œuvres de Buren. Et puis certaines œuvres peut-être moins connues de collectifs d'art moderne de ce style-là. Et alors ce qu'ont réalisé nos élèves, donc ça c'est des exemples de pavages qui sont plus ou moins corrects, qui sont toujours à base de losange, mais les transformations sont pas forcément les bonnes pour passer d'un losange à un autre. Mais vous allez voir que c'est pas forcément grave pour ce qu'ils en ont fait, puisque là, moi, j'étais vraiment scotchée. Alors là, c'est Il était une fois dans la forêt. Celui-là, c'est donc Starogamy. Là, on a donc l'Arcordéon. 2 fois. La balade dans Paris. Ça, c'est la Reine des maths, qui nous plaît beaucoup.
Ici, donc c'est une licorne. C'est une corne avec un cheval au bout. C'est très mignon. Ici, on a donc Mitsubishi à la manière de Buren. Ici, le jardin des fleurs. Là, le nénuphar. Le pont. Celui-là, je ne crois pas qu'il ait de titre. Ils se sont tous bien inspirés des losanges. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, parce que je les ai peut-être passés un peu rapidement. Il y a toujours des losanges dans la forme qui est présentée au-dessus. Mais pour autant, il y a quand même vraiment ce côté créativité. Alors, avant de passer à l'activité suivante, une petite remarque aussi sur le fait qu'il y a un autre enseignant d'art plastique qui, lui, était parti sur une autre idée qui était toujours de profiter du volume, mais de rester quand même dans quelque chose de dessiné. Donc d'imaginer un dessin en volume d'une ville ou d'un paysage, mais en restant uniquement sur le pavage dessiné. Et donc une autre activité qui a été faite en troisième, qui était donc autour du théorème de Thalès, donc Thalès in situ. Donc là, c'est une œuvre d'élève. Ça, c'est ce qu'on présente donc aux élèves pour les mettre dans cette activité. Donc des photos de l'artiste Felice Varini, donc qui fait des installations. La photo à gauche, c'est tel qu'on voit l'œuvre si on est au bon point de vue, et puis à droite, on voit qu'effectivement c'est la salle qui est peinte, et c'est vraiment uniquement en étant dans le bon point de vue qu'on va voir ces disques et ces trapèzes. Et donc on leur suggère dans leur collège de réaliser une telle installation in situ, donc en choisissant un endroit avec 2 plans parallèles, par exemple 2 murs. Ça peut être aussi un mur, un pilier ou un couloir avec une porte, et d'imaginer donc un dessin en deux parties qu'il faudra mettre à la bonne échelle. Et donc, une fois le travail terminé, il faudra se mettre uniquement à un bon point de vue pour voir l'œuvre correctement. L'idée étant qu'on va utiliser les maths pour deviner à l'avance quelle devrait être le coefficient d'agrandissement ou de réduction sur le deuxième dessin. Alors, on a inséré ça dans le cours de mathématiques après un travail d'agrandissement-réduction qu'on basait sur des études de photos de ce style. Ils choisissaient l'emplacement. Alors, on l'a fait dans plusieurs établissements. Ça pouvait être soit dans le cours de maths, soit dans le cours d'art plastique, soit avec les 2 enseignants. Et ensuite, c'était donc dans leur cours de mathématiques qu'il y avait une réflexion sur quelles mesures ils allaient devoir prendre. Et pour ça, on leur demandait donc de faire un schéma de leur emplacement. Alors, bien souvent, ce schéma était complètement inutilisable au début. Je ne sais pas si vous voyez des exemples de schémas qu'on présente là qui sont c'est pas vraiment pertinent pour arriver à deviner quelle devra être la taille du deuxième dessin. Donc il faut travailler avec eux pour le rendre utilisable, pour qu'ils puissent essayer d'y retrouver le dessin du triangle qui accompagne le théorème de Thalès. Et une fois qu'ils ont ce schéma fait de manière pertinente, ils vont effectivement faire les mesures dont ils auront vraiment besoin. Donc à titre d'exemple, une fiche qui a pu être établie avec eux dans un des établissements, c'est donc cette fiche-là. Mais donc qu'on établit avec eux après qu'ils aient fait leur schéma, après avoir travaillé sur leur schéma. Donc c'est tout un travail pour eux d'arriver à voir Thalès, qui est pour eux quelque chose qu'on dessine sur un dessin, à partir d'une situation d'une part en 3D et d'autre part avec des dimensions qui sont des dimensions de l'ordre du mètre ou bien plus grandes que les dimensions qui sont sur leur feuille, qui sont plutôt du style 3 cm. Et donc là, c'est quelques photos de ce qui a été effectué donc, au collège Max Linder. Alors, j'ai pas de photos de l'autre établissement qui était peut-être plus réussi d'un point de vue art plastique, mais là, c'est quand même pas mal. Donc, on voit une flèche. Donc là, une lampe, j'ai que la photo bien prise au bon point de vue. Donc, des espèces de pavages
et un oiseau sur une porte. Alors à noter que dans les deux établissements, l'exposition donc est restée quelque temps pour que toutes les personnes qui ont lieu de travailler dans le collège, donc que ce soit les élèves, les enseignants, l'administration, puissent les voir, et que ça a beaucoup plu. Donc une dernière activité qui a été effectuée donc, également en primaire, donc CM2, 6e, 5e, autour d'une œuvre de Charles Chérignan. Donc là, à nouveau, c'est des dessins d'élèves. Alors c'est une activité qui est peut-être moins intéressante d'un point de vue art plastique, mais qui se prête très bien en primaire. Elle fait travailler pas mal de choses en maths. Et comme en primaire, c'est le même enseignant qui fait tout, en fait, ça se passait plutôt bien. Charles Chérignan, donc c'est un artiste contemporain, donc il fait des tableaux modulaires. Donc ces tableaux sont formés alors celui-là est formé de 4 modules. On peut donc tourner et placer différemment. Donc ici les modules, alors on pourrait travailler avec des modules qui seraient des triangles. Ici en fait on travaille sur des carrés. Donc il y en a 4 sur les 4 côtés, les 4 coins, je veux dire. Au niveau mathématique, il y a deux angles d'attaque. Un angle qui est plutôt autour de la géométrie. Donc on va leur demander déjà de décrire ce qu'ils observent, que ce soit avec du vocabulaire mathématique ou du vocabulaire de tous les jours. Il y en a qui vont qui vont dire par exemple qu'ils voient des parts de pizza ou des choses comme ça. Et puis ensuite, on va leur demander un programme de construction. Alors là, on est plus exigeant, on va dire en collège, au niveau du programme de construction qu'à l'école primaire. Et puis, donc, on va leur demander de reproduire ce dessin avec des consignes où on leur donne les distances pertinentes. Et puis ensuite, on leur demande combien de possibilités il y a d'agencer nos 4 modules. Donc, sachant que les carrés, on peut les tourner de 4 manières différentes, et puis qu'effectivement, les carrés, on peut les mettre il y a plusieurs manières de placer les carrés. Donc, on leur demande pendant combien de jours on pourra avoir un tableau différent, par exemple. Et ça, c'est des questions qui les interpellent pas mal. Donc, on a eu des réponses du style beaucoup, beaucoup, une infinité. Et donc, on arrive à leur faire un arbre des possibles pour les mettre sur la voie du principe multiplicatif pour les dénombrements. Donc, même en CM2, ils arrivent à faire ça. Voilà, donc quelques exemples de dessins que ça peut donner. Donc ensuite, ça fait des dessins qu'ils peuvent mettre dans la classe et tourner tous les jours. Voilà. Et donc un dernier petit mot autour du perspectographe. Alors je vais pas en dire grand chose. J'espère qu'on va pouvoir voir. Donc puisque le perspectographe, c'est un objet qu'on a mis au point. C'est donc une planche en bois. Ce qui est important surtout, c'est le plexiglas qui est ici, sur lequel on va mettre un transparent, comme les vieux transparents qu'on avait il y a une vingtaine d'années, avant qu'on fasse nos exposés avec des PowerPoint. Et ce qui est important, quelque chose, donc pour nous on utilise des culs de bouteille pour poser sa tête pour qu'elle ne bouge pas. Donc l'idée étant qu'on pose un objet. Alors nous, on a travaillé parce qu'on est des mathématiciens et qu'on aime les objets simples, avec des cubes en bois qu'on a de plusieurs tailles. Et donc on pose sa tête sur le cul de bouteille. On ferme un œil et puis sur le transparent qui est posé sur la vitre, on va tracer avec un feutre le cube en perspective. Donc c'est un peu inspiré notamment des gravures de Dürer qu'on leur présente. Et alors là, pareil, c'est peut-être un peu moins riche au niveau art plastique et créativité, mais c'est pas inintéressant au niveau histoire de l'art, on va dire. Donc au niveau mathématique, on leur a posé des questions comme comment placer le cube pour pouvoir dessiner uniquement de face. Donc ça les fait déjà un peu réfléchir sur qu'est-ce qu'on voit avec ce cube en perspective. Puis les grandes questions qui seront où placer le cube pour que son arête mesure par exemple 4 cm sur le dessin.
Donc là, à nouveau, c'est du théorème de Thalès. Donc on accompagne cette activité, en tout cas en mathématiques, d'un devoir à la maison qui reprend un peu tout ça. On réfléchit avec eux donc sur ce dessin qui va modéliser la situation. Donc un peu comme dans Thalès in situ, il y a aussi la question d'arriver à voir comment faire un dessin mathématiquement utilisable, sur lequel on revoit du théorème de Thalès ou des choses comme ça, à partir d'une situation tout à fait concrète. Alors un collègue qui avait fait ça dans une classe de 3e pro utilisait aussi un pointeur laser. Il y avait la question derrière du qu'est-ce qui va être proportionnel à quoi. Ils ont l'idée que quelque chose qui est 2 fois plus loin sera 2 fois plus petit, mais 2 fois plus loin que quoi, par rapport à quoi, qu'est-ce qu'on mesure exactement. Et alors en art plastique, on n'a pas complètement eu le temps de l'utiliser autant qu'on voulait. Donc l'idée étant qu'ils devaient, à partir de leur dessin de cubes en perspective, essayer d'imaginer par exemple un paysage ou une ville du futur. Voilà. C'est évidemment l'occasion, quand ils ont leur cube en perspective, de parler avec eux de perspective à point de fuite, de remarquer qu'est-ce qui est parallèle, qu'est-ce qui ne l'est pas, de faire éventuellement la différence avec la perspective cavalière qu'ils ont pu voir plus tôt. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation. Je me rends compte que j'ai peut-être été un peu trop rapide, mais je pense que les organisateurs seront plutôt contents que je dépasse pas trop. Donc je voulais terminer en remerciant grandement Matt Hansen et tout particulièrement Ouria pour l'invitation. Vous dire que si la brochure vous intéresse, elle est donc il y a d'autres activités dedans dont j'ai pas parlé, quelque chose autour du flipbook. Donc si ces activités vous intéressent, la brochure elle est disponible gratuitement en téléchargement sur le site Publimat. Et puis elle est aussi commandable auprès de l'IREM d'Aquitaine. Donc irem.aquitaine@u-bordeaux.fr au prix de 16 €. Donc c'est pas pour nous mettre de l'argent dans la poche, c'est qu'elle est quand même pas mal en couleur et donc il a fallu payer les impressions. C'est à peu près tout ce que je voulais dire. Donc si vous avez des questions, donc toutes nos activités on les a testées, elles ont pris du temps mais on en était plutôt contents. Merci beaucoup Marilyn pour cette présentation là, qui nous ouvre plein de perspectives en classe. En tout cas, cette association de l'art et des maths, c'est quelque chose qui est très important pour l'association. Et là, on en voit une application en classe. Vraiment, c'est très intéressant, c'était très chouette. Merci beaucoup en tout cas. Ah, il y a une question. Est-ce que tu peux redonner le nom de la brochure, s'il te plaît? Donc la brochure s'appelle « De l'art et des mathématiques dans nos classes ». Voilà. Elle fait très précisément 118 pages. Et donc c'est cette brochure qui est sur le site de Publimat, c'est ça? C'est cette brochure qui est sur le site de Publimat. Publimat, c'est P-U-B-L-I-M-A-T-H. C'est un endroit qui recense plein de publications, d'articles, de brochures intéressantes pour les profs de maths, qui s'adressent vraiment aux enseignants de mathématiques et pas aux chercheurs en didactique. Enfin, il y en a peut-être des choses qui sont aussi pour les chercheurs en didactique, mais voilà, c'est vraiment indépendamment de cette brochure ou quoi que ce soit, c'est vraiment un endroit important à connaître pour les enseignants en activité ou les futurs enseignants. On va continuer sur une présentation en espagnol de Alejandro Gallardo Lozano sur les mosaïques avec GeoGebra. Donc, il parlera mieux espagnol que ce que je viens de faire pour son nom. Voilà. Donc, merci à tous et à tout de suite. Je suis José Rodriguez de l'Université d'Almeria et je voudrais vous introduire le logiciel Neotree VR. C'est un logiciel de réalité virtuelle qui nous permet de manipuler des figures géométriques, de les créer, d'interagir avec elles, avec cette casque de réalité virtuelle. Aussi, les étudiants, les élèves peuvent utiliser cette petite lunette pour voir des vidéos à 3D avec son téléphone. Par exemple, ici, on voit comment on peut interagir avec les figures géométriques. Ça pourrait être une vidéo pour des élèves de primaire,
qu'on leur demande de classifier ou de savoir si un polyèdre c'est un prisme ou une pyramide. Là, avant, on peut leur expliquer les propriétés. Et comme vous voyez, tout c'est dynamique, totalement dynamique. Ça marche avec notre main virtuelle. Il y a des actions avec les mains qui nous facilitent l'interaction. Ici, on voit comment on peut produire des ellipses et aussi des hyperboles en utilisant les théorèmes de Pascal. Ça, c'est un exemple qu'on voit comment ça marche, comment on peut tracer des corps avec les outils de néotrie. L'avantage aussi, c'est que on peut voler. Aussi, il y a un calculateur graphique. Là-bas, vous voyez des intersections de 3 plans avec ces équations. Ça, je l'ai utilisé dans le premier cours de maths cette année. Aussi, j'ai utilisé le calculateur graphique pour dessiner, pour représenter des courbes et des surfaces à partir de ces équations paramétriques. Et changer les paramètres, comme vous voyez. Et surtout, c'est important que vous voyez qu'on est dedans. On est dedans et on peut voir la surface autour de nous. On a des outils pour faire, par exemple, des fractales, des figures plus compliquées. Je trouve ça très intuitif parce qu'on travaille avec notre main. C'est surtout ce que je voudrais que vous... la nouvelle version, on aura des surprises, par exemple ça, qu'on pourrait faire des mosaïques et des kaléidoscopes. Et on aura aussi des cercles et des sphères. Ici, on va voir par exemple une application pour l'astronomie. Et avec un étudiant de moi, Mario, on peut faire, par exemple, de mesurer l'auteur d'une montagne. Ça, c'est une simulation. Et comme vous voyez, on a des rayons laser pour voir. Ça, c'est une opération très connue pour mesurer l'auteur d'une montagne. On a besoin de 2 points d'observation. On doit mesurer la distance entre des points. Et avec les 2 angles correspondants, on peut faire un calcul facile utilisant la trigonométrie élémentaire. Mais les choses ici est que maintenant on peut voler à la montagne et là-bas comprober notre résultat. On voit l'auteur réel. Et c'est tout. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes intéressé à ce logiciel et à la réalité virtuelle, s'il vous plaît, visitez notre site où vous trouverez des activités pour plusieurs niveaux, de première à l'université. Et aussi, vous trouverez notre équipe, inclus les Maths en scène qui travaillent avec nous. Au revoir.